Bonjour à tous, donc on se retrouve aujourd'hui pour la correction des exercices de préparation que je vous ai distribués la semaine dernière, en espérant bien sûr que vous les avez fait sérieusement, sinon ça ne sera pas très utile. On commence tout de suite par le premier exercice, donc extrait d'un sujet d'Amérique du Nord qui est tombé cette année, là il y a quelques semaines à peine. Donc ici on vous demande donc de savoir si l'abribus qu'on a en dessous ici est capable de supporter une neige fraîche d'une épaisseur de 50 centimètres. Donc pour ça, on va décortiquer tout simplement l'énoncé. Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que l'abribus n'est pas capable de supporter un poids supérieur à 2000 newtons. Qu'est-ce qu'on en conclut? Que s'il est capable de supporter le poids de la neige, eh ben, on doit avoir un poids de neige inférieur à 2000 newtons. Donc là, automatiquement, tout de suite, ce qui doit vous venir à l'esprit, c'est la formule de liant le poids à la masse et l'intensité de pesanteur. P est égal à m fois g. C'est ce qu'on va rechercher. On regarde cette formule et qu'est-ce qu'on a besoin? On a besoin de la masse et de l'intensité de pesanteur. On regarde ici dans les données, l'intensité de pesanteur est donnée, G est égal à 10 newtons par kilogramme. En revanche, qu'est-ce qui nous manque? Eh bien la masse. On n'a pas la masse, mais on a quelque chose d'intéressant ici, c'est la masse volumique de la neige fraîche, 40 kg par mètre cube. Si on nous la donne, c'est que forcément, elle va nous servir. On se rappelle que la masse volumique est égale à ρ, donc masse volumique, égale masse divisée par volume. On peut retrouver cette formule à l'aide des unités ici. 40 kg par mètre cube, kilogramme c'est une unité de masse, mètre cube c'est une unité de volume. Sauf que nous on ne recherche pas la masse volumique, puisqu'elle est donnée, mais on a besoin de la masse. On ne connaît pas le volume, mais juste après ici, on va voir que le volume, on peut le calculer assez facilement. Donc M est égal à ρ fois V, d'accord? Donc nous on veut isoler la masse, donc le divisé par V, on le passe de l'autre côté de l'égalité, donc l'inverse de la division, donc c'est la multiplication, donc on passe ici à une multiplication, M est égal à ρ fois V. Donc comme je le disais tout à l'heure, il nous manque le volume maintenant. Volume d'un pavé droit est donné, longueur fois largeur fois la hauteur. On a en dessous les dimensions de l'abribus, avec la longueur 3,6 mètres, la largeur 1,6 mètres, et il nous manque la hauteur. Attention, ce n'est pas la hauteur de l'abribus dont on a besoin, c'est la hauteur de la neige. Ici, en l'occurrence, une épaisseur de neige de 50 cm. On a une petite conversion à faire. Ici, j'ai des mètres, là aussi, et là, j'ai des centimètres. Et on veut ici des mètres cubes, puisque on se souvient que dans la masse volumique, on a une unité ici en mètres cubes. Donc on convertit tout en mètres, et puis on n'a plus qu'à appliquer le calcul 3,6 mètres fois 1,6 mètres fois 0,5 mètres. Attention à la conversion, il ne faut pas se tromper sur ce genre de choses. Donc on a un volume de neige de 2,88 mètres cubes. Donc là, le plus difficile est fait. On n'a plus qu'à remplacer maintenant le volume dans la formule de la masse, ici, avec la masse volumique 40 fois 2,88, ce qui nous donne une masse de neige de 115,2 kg, puisqu'ici j'ai des kilogrammes. Et enfin, on calcule le poids de la neige en remplaçant la masse par 115,2, on multiplie par 10, ce qui nous fait décaler la virgule d'un rang vers la droite pour avoir un poids de 1152 newtons. Ce qui est inférieur aux 2000 newtons qu'on avait au départ, et donc l'abribus est bien capable de supporter le poids d'une neige d'épaisseur 50 cm. Donc certains élèves passent par la proportionnalité en disant que si on a 40 kg pour 1 m3, eh bien on cherche à l'aide d'un tableau de proportionnalité combien de kilogrammes on aura pour 2,80 m3. Donc là c'est correct aussi, mais comme je l'avais déjà dit à certains, dans les sujets de brevet, dans les corrections, on aime bien que vous passiez par les formules, ce qui est un peu plus rigoureux et plus détaillé. Voilà. Deuxième exercice, un petit exercice d'énergie. Donc ici on cherche quelle est la batterie parmi les batteries A, B et C qui est adaptée à l'utilisation qui est donnée dans les documents et dans l'énoncé. Première chose ici
à noter, c'est que on a besoin d'une batterie à décharge lente. On regarde dans le tableau et on constate que la batterie B est une batterie de type démarrage, ce qui n'est pas le cas dans l'énoncé puisqu'on veut une batterie à décharge lente. On peut tout de suite la supprimer. Maintenant, il nous reste la batterie A et la batterie C qu'on doit départager. Deux choses diffèrent, l'énergie disponible et le prix. On vous dit qu'ici on a besoin de la batterie la moins chère, mais on ne va pas tout de suite se jeter sur la batterie la moins chère puisque on ne sait pas quelle énergie on a besoin. Donc ce qui nous intéresse surtout, c'est l'énergie disponible, savoir quelle énergie on a besoin. Si cette énergie elle est inférieure à 588 Wh, on pourra prendre la batterie A qui sera moins chère. Par contre, si elle est supérieure à 588 Wh, on sera obligé de se rabattre sur la batterie C, même si elle est plus chère, puisqu'elle nous fournira l'énergie nécessaire. Donc ici, l'énergie électrique en wattheures, on la calcule grâce à la formule suivante. E est égal à P fois T. La puissance doit être en watts et le temps en heures, puisque ici l'énergie est donnée en wattheures. D'accord ? Faites attention toujours à bien regarder les unités. Ne confondez pas puissance et énergie. Puissance en watts, énergie en wattheures. L'énergie, c'est la puissance fournie pendant une certaine durée d'utilisation de l'appareil. On regarde ici les données sur les besoins de l'utilisateur. Donc on a trois appareils qui sont utilisés, des lampes, l'ensemble des lampes, une glacière et un téléphone portable. On a la puissance de chaque appareil en watts, ce qui est parfait, pas de conversion ici à faire, et on a le temps d'utilisation par jour en heures. On va nommer les énergies. Pour les lampes, l'énergie consommée, on la nommera E1, E2 pour la glacière et E3 pour le téléphone. On a donc l'énergie totale qu'on va calculer en additionnant les énergies E1 plus E2 plus E3. Pour l'énergie E1, on a juste à multiplier 6 par 2, l'énergie E2 37 par 8 et le téléphone 5 par 2. En faisant tout ça, on obtient 318 Wh pour une journée, d'accord, puisque le temps ici d'utilisation il est par jour. Et là, attention, on n'oublie pas de bien lire l'énoncé. On nous demandait bien sûr 2 jours d'autonomie. Donc 2 jours d'autonomie, ce qui signifie que on multiplie par 2 notre résultat qui était donné par jour. Donc on a une énergie de 636 Wh pour 2 jours d'autonomie. Ce qui signifie que la batterie A n'est pas utilisable puisqu'elle ne fournit que 588 Wh d'énergie, ce qui est insuffisant. Donc il nous reste la batterie C, c'est la seule qui est adaptée à l'utilisation faite par la personne. Donc voilà pour cet exercice. On passe à l'exercice numéro 3 qui va nous refaire travailler un petit peu l'énergie cinétique, formule très importante qu'il ne faut surtout pas oublier de réviser. La formule de l'énergie cinétique donc que vous devez connaître, EC est égal à 0,5 fois m fois la vitesse au carré. Je vous rappelle que quand vous apprenez une formule, vous devez connaître les unités qui vont avec pour chaque grandeur. Donc la masse L sera en kg et la vitesse en mètres par seconde. On nous demande de vérifier que l'énergie cinétique du véhicule avant le freinage vaut 125 kJ. Donc on a besoin de la masse, ici elle est donnée 1300 kg. Pas besoin de convertir puisque on a une masse en kg dans la formule. En revanche, vitesse en km par heure. C'est un petit classique, généralement dans les exercices avec l'énergie cinétique au brevet, on vous donne souvent, voire quasiment tout le temps, les vitesses en km par heure. Donc une petite conversion, donc je vous remets la démonstration, elle est assez simple. Vous écrivez 50 km par heure de cette façon, c'est-à-dire 50 km divisé par 1 heure. Ensuite vous convertissez 50 km en mètres, ce qui nous donne 50 000 mètres. Et on se rappelle que 1 heure, c'est 3600 secondes, donc 60 minutes fois 60 secondes. Et donc, pour convertir les kilomètres par heure en mètres par seconde, en fait, on divise par 3,6. Et donc, forcément, c'est l'inverse. Pour passer des mètres par seconde au kilomètre par heure, on multipliera par 3,6. Donc on remplace dans la formule 0,5 fois 1300 fois, entre parenthèses, 50 divisé par 3,6, le tout au carré. On fait attention ici à bien taper dans la calculatrice pour que tout soit élevé au carré.
ce qui nous donne 125 386 joules, et donc bien environ 125 kJ. C'est ce qu'il fallait démontrer. Deuxième question nous demande de déterminer le nombre de freinages, supposés tous identiques, qui sont nécessaires pour recharger totalement une batterie dont la capacité énergétique est de 1,3 kWh, soit 4680 kJ. Donc ici, l'énergie donnée en kWh ne nous intéressera pas, puisque tout est en kJ ici, donc on va rester ici sur la valeur donnée en kJ. On va traduire cette phrase 60% de l'énergie cinétique transformée en énergie électrique par une petite formule. Donc l'énergie électrique qu'on note E, elle est égale à 60% de EC, c'est-à-dire 60% de 125 kJ. Comment on fait pour calculer 60% de 125? Tout simplement, on multiplie 125 par 60%. Et 60%, ça s'écrit 60 divisé par 100. Donc 125 fois 60 divisé par 100, ça nous donne 75 kJ. Maintenant, pour déterminer le nombre de freinages, tout simplement, on sait que pour recharger la batterie, il nous faut 4680 kJ, que un freinage, c'est 75 kJ. Donc on va diviser 4680 kJ par 75. Ça va nous donner 62,4 freinages. Donc on arrondit bien sûr à l'unité supérieure, puisque 0,4 freinage, ça n'a aucun sens. Donc ce qui nous donne 63 freinages. La dernière question, déduire pourquoi un véhicule hybride est davantage destiné à la circulation urbaine qu'à la circulation sur autoroute ou voie rapide. Vous comprenez bien qu'on freine beaucoup plus souvent en ville que sur voie rapide ou autoroute. Et comme on a besoin de beaucoup de freinage, c'est beaucoup plus adapté pour une circulation urbaine. On termine avec le dernier exercice. Donc ici, on travaille sur l'airbag et le détonateur de l'airbag qui permet de déclencher ce système de sécurité. Donc on vous explique que le circuit électrique de mise à feu du détonateur peut être schématisé par une résistance qu'on notera R et un générateur. On mesure l'intensité du courant avec un ampèremètre qu'on branche en série. Vous devez le savoir. Attention à ça. Représenter le schéma normalisé du circuit et indiquer le sens conventionnel du courant électrique. Sens conventionnel du courant électrique, vous l'avez vu en 5e, c'est du plus vers le moins. Donc vous réalisez le circuit avec la résistance, dont le symbole est un rectangle, le générateur, un cercle avec un G, un plus et un moins, et l'ampèremètre, un cercle avec un A. Donc ici, le courant circule du plus vers le moins, donc on fait des flèches qui vont du plus vers le moins. Voilà pour la question 1. Question numéro 2, on vous demande d'utiliser la loi d'Ohm pour calculer la tension. Donc vous devez vous rappeler de la loi d'Ohm, U est égal à R fois I. Loi que vous avez vue normalement en classe de 4e, mais que je vous ai rappelé quand même cette année, puisqu'elle est quand même très importante. Attention, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, quand vous apprenez une formule, retenez bien les unités de mesure qui vont avec. Pour avoir U en volts, R doit être en ohms et I en ampères. La résistance est de 3 ohms, pas de problème. Mais attention à l'intensité, elle est égale à 900 mA. Donc une petite conversion à réaliser. Pour passer des milliampères aux ampères, tout simplement, on va diviser par 1000. 1 milliampère, c'est un millième d'ampère, c'est comme les millimètres et les mètres. Ne vous laissez pas perturber. I est égal à 900 mA, donc 0,9 A. On n'a plus qu'à faire l'application numérique. 3 ohms fois 0,9 A est égal à 2,7 volts. On vous demande d'expliquer pourquoi il ne faut jamais contrôler une résistance avec un ohmmètre qui a une tension de 3,5 volts. Vous comprenez bien que avec une tension de 3,5 volts, on est supérieur à la tension de déclenchement de l'airbag, donc on pourrait déclencher l'airbag avec l'ohmmètre. Voilà pour les exercices, j'espère que c'était clair. Si vous avez des questions ou des difficultés, n'hésitez pas à m'envoyer un message. Et je vous dis bon courage et à bientôt.